Reprise de l'audience. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Ça va? Oui. Donc, bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Vos noms et occupations. Jérôme Véraud, coordonnateur en gestion financière au Protecteur du citoyen. Bonjour. Oui. Je pense que vous vouliez émettre une ordonnance, monsieur le commissaire. Oui, tout à fait. Alors, je vous explique, je le fais pour chacun des témoins. Pendant votre interrogatoire, on va sûrement faire une pause pour des questions des parties, ce qui fait en sorte que pendant que vous êtes notre témoin, alors, il y a une ordonnance que j'émets que vous ne pouvez pas communiquer du contenu de votre témoignage tant et aussi longtemps que vous n'avez pas été libéré par la commission. Ça protège l'intégralité de votre témoignage. Ça va, qui que ce soit, ça inclut des médias et tout ça. Ça va? Oui, compris. Merci. Également, je demanderai l'identification. Oui, Maître Thibault est avec nous. Oui, bonjour, Alexandre Thibault, avocat pour la commission. Merci. Donc, bonjour, monsieur Véraud. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez remis votre curriculum vitae. Madame la greffière adjointe va le montrer à l'écran. Sous 30P 114. Merci. Oui. Donc, pouvez-vous nous faire part de votre parcours académique postsecondaire, là, j'entends? Oui, j'ai fait un diplôme d'études collégiales en technique de comptabilité et de gestion. Par la suite, comme j'avais un appétit et que je voulais en apprendre davantage, j'ai continué mes études au niveau secondaire. Donc, j'ai complété, universitaire, pardon. Donc, je régressais, mais... Dans le fond, je me suis inscrit à l'Université Laval pour faire un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en comptabilité générale. J'ai figuré 2 fois sur le tableau d'honneur pour l'excellence de mes résultats. Et par la suite, j'ai décidé de continuer encore vu que j'aimais vraiment ça. Donc, j'ai complété une maîtrise en administration des affaires avec spécialisation en expertise comptable. Donc, on est toujours dans le même domaine. J'ai reçu une bourse d'admission au niveau de la maîtrise pour l'excellence de mes résultats. Et par la suite aussi, en même temps que je faisais ma maîtrise, je poursuivais mes travaux, mes examens, mes cours préparatoires en vue d'être membre de l'Ordre des comptables agréés à l'époque. Au moment que j'ai fait mes études, C'était l'Ordre des comptables agréés en vue d'obtenir le titre de comptable agréé auditeur, ce que j'ai réussi en 2011 avec la réussite de l'examen final uniforme. Donc, par la suite, il y a eu 2 ans de stage que j'ai complété. Puis, au moment de 2013, quand mon stage était terminé, je n'étais plus comptable agréé. J'étais maintenant, dorénavant, comptable professionnel agréé, étant donné que les 3 autres comptables, la fusion était consommée entre les 3 autres comptables. Parfait. Si on consulte votre parcours professionnel, en descendant la page 4, donc, on constate, là, si on remonte dans le temps, que vous avez travaillé dans le domaine de la comptabilité là, pendant toutes vos études, que ce soit collégiales ou universitaires. Oui. On peut peut-être faire une pause en 2010-2012, si on peut monter à la page précédente. Donc, le stage dont vous nous avez parlé, là, stagiaire en expertise comptable, candidat à l'exercice de la profession chez Dubé et Associés. Donc, vous avez effectué le stage de 2 ans, puis ensuite, je comprends bien, vous êtes entré au gouvernement du Québec. Dans le fond, j'avais commencé mon stage chez Dubé Associés. C'était un stage de 2 ans qui est prévu à l'Ordre des comptables. Donc, j'ai fait une bonne partie chez Dubé Associés, mais je l'ai complété au vérificateur général lorsque j'ai joint les rangs du vérificateur général en 2012. OK. Puis, je voudrais qu'on s'attarde un peu à votre parcours là, au sein des différents organismes du gouvernement du Québec. Si vous pouvez faire part aux commentaires, au commissaire de ce parcours. Oui, dans le fond, au vérificateur général, il y a comme 2 grands volets au vérificateur général. Il y a l'audit financier puis l'optimisation des ressources ou l'audit de performance. Donc, quand j'ai commencé, j'ai été vraiment plus gros de mon 5 ans et demi au vérificateur général. Ça a été en lien avec l'audit des états financiers pas mal, soit de tout le gouvernement, donc le contrôleur des finances, des états financiers qui totalisent 45 milliards, ou soit des organismes indépendants. Mais les gros organismes centraux que j'ai faits, c'est le Conseil du Trésor,
le ministère des Finances, l'Agence du revenu du Québec, donc la gestion de la dette, où est-ce que l'argent rentre, le secrétariat du Conseil du Trésor avec des actuaires pour l'évaluation des banques de maladies, congés, vacances et des notions d'actuariat. Et par la suite aussi, j'ai fait, à un moment donné, il y avait le vérificateur général par intérim qui était M. Michel Sanson. À un moment donné, il y avait beaucoup de il n'y avait pas du clivage, mais c'était comme deux champs vraiment séparés. Puis à un moment donné, il souhaitait faire que des gens en audit financier puissent aller faire l'optimisation des ressources et vice-versa. Donc, il avait sollicité des différentes personnes. J'avais été une des premières en audit financier à dire j'aimerais ça aller faire un petit peu d'audit de performance. Donc, je suis allé faire de l'audit de performance. J'ai vraiment fait deux volets en audit de performance. Le premier, c'était la gestion des fonds alloués aux DFE centres locaux de développement. Donc, pour voir un peu comment les subventions étaient utilisées, est-ce que c'était conforme aux ententes et tout. Puis un autre mandat, c'était en lien avec la gestion contractuelle, que lui se composait en deux sous-mandats. Donc, le premier, c'était vraiment de s'assurer que les ministères et organismes, on avait choisi 4 ministères et organismes, s'assurer qu'ils respectaient tous les délais prescrits par les différentes, la LCOP ou les règlements qui en découlent. Donc, c'était plus un audit de conformité. Puis le deuxième volet, ça avait été le modèle d'affaires qui avait été retenu par le gouvernement du Québec en lien avec l'implantation du SRO, le système électronique d'appel d'offres. Donc ça nous a permis de faire pas mal de constats qui sont similaires à la cause pour laquelle je suis assis aujourd'hui ici. Donc, on avait le modèle 4 d'affaires qui avait été retenu par le gouvernement. Ça nous avait permis de constater qu'il n'y avait pas eu de dossier d'affaires, que le gouvernement ne suivait pas les clauses, ne s'assurait pas de mettre en place de moyens de faire le suivi du contrat, qu'il n'y avait pas d'analyse, il n'y avait pas de suivi au niveau des coûts, il n'y avait pas au niveau des revenus, il n'y avait pas non plus il y avait aussi des problèmes au niveau de la journalisation des essais critiques parce que la firme qui détenait où ce que le SAO était hébergé, elle avait accès aussi à voir que tout le monde qui déposait ou prenait des informations, il n'y avait pas de journalisation, il y avait des risques au niveau de la confidentialité des données. Donc, ça a été un mandat qui était quand même assez prenant, mais qui a quand même une certaine trempe de fond avec le dossier de la Société d'assurance automobile. Le ministère qui gère SEAO, c'est le secrétariat du Conseil du Trésor. C'était le secrétariat du Conseil. C'est eux autres qui n'étaient pas conformes? Oui. D'accord. Maintenant, dans votre CV, si on va, restez là, Madame la greffière adjointe, parce qu'on en était toujours précédemment au vérificateur général du Québec. Donc, vous êtes allé au contrôleur des finances, contrôleur financier. Oui. Contrôleur financier au sein de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, vous arrivez à la SAQ en 2017. Oui. Donc, quelles sont les premières fonctions que vous avez exercées entre 2017 et 2019? Tout d'abord, avant dans les principaux organismes que j'ai fait au vérificateur général, j'ai oublié de nommer le principal. Il y avait la Société de l'assurance automobile et le Fonds d'assurance automobile. Donc, pendant 3 années, j'ai été membre de l'équipe de vérification qui vérifiait les livres de la Société de l'assurance automobile et du Fonds de l'assurance automobile. Donc, ça m'a permis de comprendre un petit peu qu'est-ce que la Société, tous ses mandats, puis de voir aussi qu'à l'époque, c'était vu comme une organisation performante et innovante. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était une bonne place pour peut-être un jour atterrir. Donc, vous arrivez, vous réalisez Oui. votre objectif en 2017. Oui. Et donc, quelles sont les fonctions que vous avez occupées au sein de la SAQ? Le titre officiel, c'était contrôleur financier, mais il faut plus le voir comme conseiller en contrôle organisationnel. Donc, le contrôle de niveau 2 qu'on a entendu parler, on a entendu beaucoup parler du contrôle de niveau 1, le niveau 3, la vérif interne, mais j'étais vraiment dans le milieu, le contrôle de niveau 2. Donc, je travaillais à la direction du contrôle et des opérations financières, à la direction générale des finances et du budget, comptabilité et contrôle organisationnel. Ça a tout changé de nom à un moment donné, mais grosso modo, c'est resté les mêmes intervenants, même mes supérieurs hiérarchiques, c'est tout resté les mêmes personnes. Parfait. Durant mon travail à la Société de l'assurance automobile. D'accord. Et cette direction-là appartenait à quelle vice-présidence? La vice-présidence ressources humaines, finances et performances. Parfait. Et votre supérieur immédiat était qui durant votre passage à la Société d'assurance automobile du Québec? Madame Sylvie Chabot. Qui elle-même relevait de qui? Madame Francine Lépinay. Et qui elle-même relevait de quel vice-président?
vice-président ressources humaines, finances, performance, qui était M. Yves Frenette. Parfait. Et donc, c'était le supérieur hiérarchique direct de Mme Lépinay. Oui. Parfait. Parfait. Donc, dans le contexte du projet CASA, SAQ-CLIC, vous avez eu à réaliser des mandats au sein de la direction à laquelle vous apparteniez. Donc, quel est le premier mandat sur lequel vous avez été amené à travailler dans le cadre de vos fonctions à la Société d'assurance automobile du Québec? Dans le fond, j'ai joint les rangs de la Société à la fin décembre 2017, donc on va plus parler de l'année 2018. Je suis arrivé 2-3 jours avant la fin d'année financière du 31, pas l'année financière, mais l'année civile à la Société de l'assurance automobile. Donc, début 2018, c'est une demande qui nous avait été adressée par Mme Sylvie Chabot de voir un petit peu les causes qui avaient mené à l'échec de Phoenix au fédéral. Donc, c'était vraiment ça. Donc, moi et mon collègue à l'époque, on a pris connaissance du rapport du Bureau du vérificateur général du Canada, Travaux publics et approvisionnement, qui chapeautait le dossier Phoenix au fédéral. Donc, on a pris aussi connaissance de différents articles de journaux. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a fait un peu un topo de c'est quoi qui pouvait poser les causes de l'échec, qui avait pu causer la cause de l'échec de Phoenix, étant donné que la livraison 1, dans laquelle la vice-présidence ressources humaines, finances et performance allait bientôt être bénéficiaire dans le nouveau projet CASA d'ici 1 an. Parfait. Et donc, je comprends que c'est uniquement à partir de l'information publique là, que vous avez fait cette analyse-là. Est-ce que vous vous rappelez des conclusions à laquelle vous en étiez arrivé? Oui, il y avait plusieurs causes, mais la principale, ce qu'on voyait, c'était la phase des tests là, qui n'avait pas été faite correctement ou qui avait été bypassée ou que des tests qui n'étaient pas... qui donnaient pas les résultats escomptés, mais qu'on est quand même allé en production pareil avec le système ou qu'on n'avait pas fait des tests dans un environnement assez représentatif de ce que pouvait être la réalité sur le plancher. Est-ce que vous avez consigné ces conclusions-là dans une note? À mon souvenir, la demande est venue de manière verbale, puis ça a été rendu de manière verbale. À mon souvenir, je n'ai pas décrit relativement à ce mandat-là. OK, parfait. Je vais demander à la greffière adjointe de nous afficher la pièce 26P95 à l'onglet 6.13. Je vais juste spécifier. Maintenant, on a 95 A et B. Celle-là, c'est la 95 A. Ah bon, merci. 95 A. Madame la greffière. Est-ce que c'est possible de nous référer à la page du PDF? Oui, je vais vous faire ça. Ça sera pas Merci. long. La page 529. On va juste nous rappeler de quoi il est question. Oui, c'est le rapport de situation. Mais en fait, vous le reconnaissez, M. Verreau? Oui. Bon, c'est un rapport auquel vous avez contribué à la rédaction. C'est ce qui est écrit, oui. Parfait. C'est un rapport, juste pour situer Monsieur le commissaire, là, c'est un rapport qui a été produit dans quel contexte? Puis après ça, on va y aller dans le détail, mais c'est vraiment juste pour permettre à Monsieur le commissaire de se situer. Oui, dans le fond, comme la vérification interne nous avait alerté la vice-présidence ressources humaines et performances concernant un soupçon de vol de temps par certains personnels de l'Alliance suite à l'analyse des portillons versus SGPE, puis l'outil SGPE. Donc, c'était un peu la réponse de la VPRHFP à l'état de constat de la vérification interne. Parfait. Okay. Donc, si on va à la page 520... non. Excusez-moi. C'est ça. Donc, à qui était... Si on va à la page 539, je m'excuse, je m'étais trompée de ligne. On voit en bas, préparé par Jérôme Verreau, c'est vous, Oui. révisé par Mme Lépinay et approuvé par Yves Frenette. Je comprends de votre réponse tout à l'heure que Mme Lépinay
n'était pas votre supérieur hiérarchique direct. Exactement. Mais bien, elle était la supérieure hiérarchique de votre supérieur hiérarchique. Donc, pouvez-vous expliquer au commissaire comment vous avez été amené à travailler sur la préparation de ce rapport? Dans le fond, c'est le vice-président, un beau lundi. Là. Prenez peu importe la journée de la semaine, c'est pas nécessairement un lundi. Donc, un beau lundi qui vient me voir puis qui voulait me parler avec Mme Lépinay d'un dossier confidentiel concernant une problématique qui avait été soulevée par les vérificateurs internes. Puis, pourquoi le dossier est confidentiel? C'est parce que ça concernait des gens à l'informatique, puis vu que il y avait quand même aussi la notion du service des enquêtes aussi qui était impliqué tout ça là-dedans. Donc, il y avait quand même un certain niveau de, je peux dire pour parler en langage policier, d'accréditation un peu qui était nécessaire pour pouvoir en parler. L'accréditation de sécurité. Mm. OK. Qu'est-ce qu'on vous, comment on vous présente l'objectif là, de l'opération à laquelle vous allez participer, pour reprendre terminologie policière? Oui. Ben, dans le fond, l'objectif, c'était de répondre au constat de la vérification interne, mais assez vite, de la manière que l'orientation qu'on voulait les donner, c'était dès qu'on avait une pogne pour répondre que la vérification interne avait pas raison, ben on la pognait. Ça veut dire quoi, ça, en langage très clair? Là? Ben, ça veut dire que, par exemple, si on monte un petit peu dans le rapport, on va parler que les portillons ne sont pas fiables parce qu'il y a une perte de données. Mais oui, si on perd une donnée, elle n'existe pas, mais en quoi elle affecte la fiabilité des données qui sont là? Ça, on n'en a jamais parlé, puis le rapport n'en fait pas mention. Mais en même temps, dans le même rapport, on dit que oui, il y a eu une vol de temps pour une ressource, puis l'analyse a permis de conclure qu'il y a eu une vol de temps en comparant les portillons. Donc, pourquoi, quand elle avait PRHFP, pour se justifier qu'elle fait bien avec les portillons fonctionnent, mais quand c'est le temps pour répondre au constat de la vérification interne, mais c'est qu'il y a un bug puis que les portillons ne sont pas bons. Fait qu'il y a comme une dichotomie en fonction pour la même situation, en fonction de qui le document se destine ou à qui on veut répondre, bien, on arrive à des conclusions différentes tant qu'on en lit. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on vous communique comme objectif, là, comme chose à trouver pour contribuer à la préparation du rapport? Dans le fond, on ne me communique pas grand-chose. Je n'ai pas accès au rapport des enquêtes, je n'ai pas accès au rapport de la vérification interne, je n'ai pas accès au contrat CASA. Dans le fond, le mot « préparé par » me rend compte qu'aujourd'hui, il n'est pas tout à fait exact. Ça aurait dû être marqué « tapé » par Jérôme Verreau. J'étais un peu le secrétaire de Mme Lépinay et de M. Frenette qui rédigeait seul un peu les orientations. Je me souviens que je brassais des paragraphes, mais j'ai pas eu accès à rien, je me suis pas prononcé sur rien. J'étais un peu le secrétaire de ces deux membres du comité-là. Et toujours pour reprendre votre parallèle policier, là, le projet était confidentiel, donc est-ce qu'il avait un nom de code? La Lamerche n'avait pas un nom de code, mais le dossier en tant que tel, il y avait un nom, il l'appelait Voldemort. Référence à Harry Potter. Ben, c'est peut-être votre environnement de film, mais c'est pas le mien. Fait que moi, mon premier constat, quand j'entends ce mot-là, vu que je venais du VG, puis que j'avais vérifié la SAC, mais je savais que quand il y a des gens qui décident d'un accident de la route, ils ont le droit à 3-4 fois l'indemnité 3-4 fois le revenu de la personne jusqu'à un certain montant. Donc, moi, je me suis dit, il y a des gens qui font des fausses déclarations de mort, donc des vols de mort, séparés en 3 mots. Donc, c'est dans cette optique-là, je me suis assis autour de la table, et puis j'ai vite compris que il fallait pas le voir en 3 mots, mais en un seul. Ouais. Et que ça réfère à un personnage dont on ne peut prononcer le nom. Et voilà. Ça, c'est nos différences d'âge. C'est pas qu'on l'a découvert enfant, on l'a plutôt découvert avec. À travers nos enfants. Oui. C'est ça. Exactement. Donc, vous avez mentionné tout à l'heure là, des documents auxquels vous avez peut-être eu accès pour faire ce rapport-là. On va prendre la table des matières du rapport. Qui est à la page... Aïe, aïe, j'ai fait une erreur.
On va aller à la page 530. Donc, origine de la situation ayant mené au rapport, c'est le rapport de la vérification interne là, sur le vol de temps, là, la dichotomie entre les délais, les temps de présence entrée au portillon dans les bureaux de la SAQ et le nombre d'heures facturées. Ça, est-ce que vous avez eu accès au rapport de la DVIEP à ce sujet-là? Non, je me souviens des échanges autour de la table que les portillons, il y avait un problème mécanique, donc on ne pouvait pas s'y fier. C'était la conclusion. C'est comme dire, il y a une pomme de pourrie dans un panier. Bien, au lieu de dire, est-ce qu'il y a d'autres pommes juste autour qui sont un peu pourries, bien, on a décidé de jeter le panier au complet vu que les portillons n'étaient pas fiables. On savait pas. Qui vous disait ça? M. Frenette et Mme Lépiné. Les deux. Conclusion du service d'enquête. Est-ce que vous savez à quoi ça réfère, les conclusions du service d'enquête? Je l'ai vu la semaine passée quand ça a été exhibé à M. Després, mais sinon, c'était la première fois que je voyais le rapport des enquêtes. Qu'est-ce qu'on vous en a dit? Absolument rien. Donc, est-ce que je comprends que la section C, vous l'avez tapée ou pas, cette section-là du rapport? Je ne peux pas vous dire quelle section j'ai tapé versus d'autres. Je pense. Mais je sais que je ne l'ai pas tapé tout seul. M. Frenette et Mme Lépiné tapaient aussi. OK. Le rapport vous donnait les orientations en plus de le taper. Puis si vraiment on va à la section D, là, qui est vraiment l'analyse de la VPRHFP par rapport au service des enquêtes, mais c'est vraiment marqué que c'est M. Frenette et Mme Lépiné qui ont analysé le rapport. En aucun temps, je ne suis mentionné. Autre information reçue concernant le SGPE. SGPE, c'était le logiciel dans lequel le temps était entré. Vous, à quelle information avez-vous eu accès à propos du SGPE? Que tout ce que M. Després a témoigné la semaine passée au niveau que, oui, il pouvait y avoir de la délégation de pouvoir, de la fausse délégation de pouvoir, qu'une personne s'auto-approuve du temps, puis effacer la trace de tout ça. Donc, ça, on est au courant, puis le paragraphe reconnaît ce fait-là aussi parce qu'il a fait mention. OK, parfait. Ensuite, l'autre section du rapport, c'est contrat de travail versus contrat de service. Donc, oui. Est-ce que vous avez eu accès au contrat de travail des employés visés là, de la SAQ? Non, puis à ce moment-là, je me souviens qu'on avait eu quelques discussions dans le bureau du vice-président Yves Frenette. Puis il y avait 2 autres personnes aussi qui travaillaient un petit peu ce point-là au niveau de la différenciation versus un contrat de travail versus un contrat de service. OK. Et est-ce que vous avez eu accès au contrat du fournisseur? À ce moment-là, non. Non, vous n'avez pas eu accès au contrat du fournisseur. Donc, si on va à la page 538 du rapport, donc, si on va à la conclusion, la surfacturation, le mandat de contrôle organisationnel, ça, c'est le mandat là, que vous travaillez avec M. Frenette et Mme Lépiné. La deuxième ligne, oui. Oui. Nous a permis de conclure que les affirmations relatives à un risque de surfacturation ne sont pas a posteriori fondées et que les écarts entre les portillons et les heures déclarées dans SGPE sont justifiés par le travail à distance pour lequel il existe une ambiguïté. Concernant le risque brut identifié est correctement géré et contrôlé par les contrôles prévus à l'intérieur même du contrat, par le plan qualité-travail et par les contrôles effectués par les gestionnaires de la société au quotidien. La société doit demeurer vigilante et gérer ce risque en continu, indépendamment du fait que le travail a été réalisé à l'extérieur du bureau ou pas. Si on descend, il demeure certains risques identifiés au système SGPE, notamment une faiblesse au niveau des contrôles d'accès, l'absence de journalisation, ainsi qu'une dépendance envers la firme R3D Conseil Inc. En terminant, il a été porté à notre attention une information à l'effet qu'il existerait un conflit entre certaines ressources internes et externes suite aux démarches effectuées. Les informations recueillies n'ont rien démontré à ce sujet. Page suivante. C'est tout. Donc,
qu'est-ce qui vous amène à accepter de mettre votre nom sur le rapport, M. Verreault? Je comprends bien que vous adhérez plus ou moins aux conclusions. Il faut se souvenir aussi que j'ai arrivé à la société à ce moment-là, en 2018. Ça faisait 3-4 mois, j'étais à peine arrivé. Je connaissais pas CASA. Ben, je n'avais entendu parler un petit peu quand j'étais au vérificateur général, là, que c'était des cartons de la SAC, là, mais c'est pas... j'étais pas du côté opérationnel. C'était le vice-président qui était venu me chercher directement. Il faut se souvenir aussi que M. Frenette est quand même un fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés. Donc ça veut dire qu'il participe au rayonnement de la profession, qu'il a fait des choses de bien. Donc j'ai pas baissé ma garde, comme on dit. Mais pourquoi vous demandez ça? Si M. Frenette a toutes les qualités pour, justement, c'est lui qui détient l'information, donc ça serait à lui d'arriver à une conclusion globale puis d'émettre des recommandations. Ça aurait pu être fait, mais peut-être c'est pour que la séparation des tâches sur le papier, encore une fois, préparée, révisée par, elle a l'air d'avoir été faite. Sur le papier. Oui. Que ça vient pas de son génie, mais que ça a été fait puis qu'il est d'accord avec ça. Oui, parce qu'il l'approuve. Oui. Parce que c'est lui, ultimement, qui va en rendre compte à la présidente et chef de la direction. Puis, vous, maintenant, là, depuis, vous avez appris d'autres choses. Là, qu'est-ce que vous réalisez qui n'était peut-être pas tout à fait juste là, dans ce qui a été pris en considération dans ce rapport-là, puis auquel vous n'avez pas eu accès au moment de préparer le rapport? L'ensemble de tout. C'était... Quand on lit vraiment attentivement chacun des paragraphes, quand on les prend individuellement, c'est beau, ça suit, mais quand on les met en parallèle, il y a beaucoup de choses qui se contredisent. Est-ce qu'on peut juste en énumérer quelques-unes, là, comme par exemple, qu'est-ce que vous avez découvert par la suite quant au droit ou pas de faire du télétravail de la part des ressources qui appartenaient aux fournisseurs? Quand on lit le rapport que j'ai tapé en partie, c'est là, on voit qu'il y a comme une contraction dans le contrat cadre avec l'Alliance, là, que ça doit se faire de manière prioritaire dans les édifices de la SAC, mais qu'après ça, on dit qu'on va donner les outils pour que les gens puissent faire du télétravail. Mais quand on était sur le plancher, l'orientation qui était donnée, c'était qu'on constatait que le télétravail n'était pas valorisé, à part une journée pour que les gens se déplacent le lundi qui arrive au bureau de la SAC, que le vendredi, ils quittent chez eux. Donc, à part ces deux moments-là, la notion de télétravail n'était pas permise. Et ça, on parle de l'époque pour laquelle les données au portillon versus la facturation ont été comparées par la DVIEP, rapport auquel vous deviez répondre par le rapport dont on discute. Oui. Parfait. Y a-t-il d'autres éléments dans le rapport là, que vous avez tapé, qu'on vous a fait taper, mais que vous réalisez maintenant qui n'étaient pas tout à fait justes, puis que vous n'aviez pas à l'époque l'information pertinente pour le réaliser? Oui, bien dans le fond, le SGPE, je l'avais jamais vu, je l'avais pas vécu. Si vous voulez voir c'est quoi un rapport ou des notes que Jérôme produit, mais on aura peut-être la chance d'en voir quelques-unes aujourd'hui, que Jérôme Verreault, il n'y a pas des personnes qui souffrent dans le coup, peut-être, ou qui tiennent la main sur quoi écrire. Donc, il n'y a pas de... Mais comme je vous ai dit, juste ce rapport-là, je ne le vois pas comme un rapport de complaisance. Quand on le suit, il y a une logique. Mais la logique ne tient pas la route quand on a un petit peu d'expérience, qu'on a compris comment CASA marchait, puis tout ce qui gravite autour fonctionne. Aujourd'hui, j'aurais aucunement la même opinion. Puis notamment dans la section F, là, qui est la page précédente. Contrat de travail, contrat de service. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer les mêmes contrôles quand on veut contrôler un employé interne versus un employé externe. Mais ça, on voit à la section suivante. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas les contrôler différemment. Il faut vraiment faire attention de la manière qu'on les contrôle, parce que ça pourrait être apparenté comme du contrôle fait non pas sur un contrat de service, donc un fournisseur, versus un employé à l'interne. Mais si on descend de la section G, une des recommandations, c'est d'adopter une politique cadre, pas G, mais... Plus bas. Plus bas, voilà. Encore plus bas, s'il vous plaît, Mme la greffière adjointe. Recommandation, préciser la notion de télétravail, d'inscrire dans une politique interne, tant pour les ressources internes qu'externes.
ben, ça vient de contredire l'autre paragraphe avant. Tout à fait. Puis j'enlève toute la notion de télétravail. Si moi, j'ai un contrat de service, puis que tu me charges 8 heures, et je te demande de le faire dans mes locaux, je m'attends à ce que tu fasses 8 heures. Oui, puis la politique ne sera pas applicable parce qu'elle est prévue. Il y a un régime différent qui est prévu dans ton contrat de service. Bon, et voilà. Parfait. Donc, puis juste pour terminer, répétez-le, là, parce que vous l'avez dit rapidement au début, là, puis je vous en fais pas reproche, là, vous n'êtes pas un témoin professionnel, hein? C'est pas donné à tout le monde, mais réexpliquez-nous le 2 poids, 2 mesures que vous nous avez expliqué, là, que dans le rapport, on veut minimiser la valeur probante des données sortant du portillon versus l'utilisation que le département de ressources humaines en fait quand vient le temps de congédier un employé. Oui. Mais dans le fond, quand on voit au début, dans les premières sections, je pense que c'est à propos du SGPE, dans le bas, c'est là qu'on dit que l'environnement des portillons représente des problèmes, donc les données ne sont pas toujours fiables, étant donné qu'il y a des pannes. Fait, comme j'expliquais tantôt, oui, s'il y a une panne, la donnée ne sera pas enregistrée. Mais s'il y a une panne et la donnée n'est pas enregistrée, en quoi elle affecte la valeur de celle qui est déjà là? Est-ce qu'elle est affectée, là? T'sais, avant de dire que les portillons ne sont pas bons, s'il y a un bug, est-ce que le bug affecte la donnée qui est déjà inscrite? Ça, le rapport y est muet à cet égard-là. Puis c'est comme ça qu'on justifie beaucoup pour dire que les portillons ne sont pas bons, ils ont des pannes. Mais en quoi il affecte-t-il la donnée? Le rapport est muet. Fait que, on a comme jeté le bébé avec l'eau du bain en disant il y a un problème minime dans les portillons. On peut dire qu'on rejette complètement les portillons. Donc, ça c'est un peu une mesure drastique face à un problème qu'on aurait pu circonscrire. Puis le deuxième volet, c'est quand il y a eu dans le cadre de l'enquête, il y a un cas de vol de temps qui s'est confirmé, puis il est vraiment inscrit noir. Je ne sais pas si on peut le monter un petit peu. Oui, je vais juste demander. Encore. La page 534, s'il vous plaît. Si on peut descendre un petit peu, voir. Ah oui, c'est celle-là. 35. Bon, d'ailleurs, une ressource externe de l'Alliance veut remercier de sa présence sur le projet suite à des doutes soulevés par la gestionnaire, doutes qui ont été confirmés par le service des enquêtes. Le tout en conformité avec les processus appropriés pour l'utilisation des portillons. Mais avant, on disait que les portillons n'étaient pas bons. Là, ça sert la VPRHFP, tout d'un coup, les portillons sont bons, mais quand c'est pour servir la VPRHFP à contredire la direction de la vérification interne, les portillons sont pas bons. Donc, c'est un peu une dichotomie pour le même événement, pour la même source de données, ben des fois elle est bonne, des fois elle n'est pas bonne. OK. Parfait. Pour parler en termes d'auditeurs, ben on dirait que l'environnement n'est pas fiable. C'est ça. Vous avez parlé de notes auxquelles vous avez participé par la suite, puis qui démontrent beaucoup plus la valeur et la rigueur du travail de M. Véraud, comme vous avez dit, de vous-même. Donc, on peut regarder peut-être une première note qui est celle du 18 octobre 2018. Juste avant qu'on le trouve, M. Véraud, c'est parce qu'on n'a pas continué sur votre CV. Vous avez quitté la société quand? En fin juin, début juillet 2019. Je suis resté à peu près 18 mois en emploi de la société. OK, parfait. C'était assez. Oui, puis après ça, vous êtes allé où est-ce que vous occupez actuellement, Oui, protecteur du citoyen? Oui, depuis juillet 2019, oui. Parfait. Est-ce que ça va, Mme la greffière adjointe?
Est-ce que vous vous rappelez sur quel sujet ça porte, cette note du 18 octobre 2018? Oui, c'était la réponse de la deuxième ligne, donc du contrôle organisationnel aux constats qui auront été énumérés par Martin Després concernant le reclassement des taux de certaines ressources de 82 à 350 de l'heure. Donc, il avait retourné comme il a mentionné lors de son témoignage, il a retourné la problématique à la deuxième ligne de maîtrise pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils en pensaient, puis c'était quoi les contrôles qu'ils mettaient en place pour s'assurer que c'était conforme, ou que ça ne l'était pas, puis ça ne l'était pas, quelle action elle allait entreprendre pour remédier à la situation. Et donc, ça, c'est une note préparée dans le même contexte là, que l'autre rapport, c'est-à-dire que la DVIEP identifie un risque, puis on demande à la deuxième ligne de contrôle de dire comment elle va mitiger ce risque-là. Oui. Donc, mais pour la rédaction de la note du 18 octobre 2018, quelle est l'intervention des supérieurs hiérarchiques à vous dans la vice-présidence? À part dire qu'il y a eu une demande de la vérification interne, puis qu'il faut adresser de la problématique, il n'y a pas eu d'autres interventions par rapport à l'analyse ou les conclusions de mes notes. Ça va être important de la note. Thibault, êtes-vous capable de peut-être aller donner un coup de main à la greffière adjointe, savoir s'il y a une problématique avec la pièce? Ah, on l'a. On l'a? Bon. Parfait. Donc, juste nous l'identifier, là. On comprend que c'est votre note à vous. Oui. Oui, dans le fond, c'est comme c'est comme la note qui fait foi, mais qui résume tout le travail que j'ai effectué puis les conclusions que je suis arrivé par rapport au changement de taux, voir si, à notre point de vue, il était conforme ou pas au contrat ou à d'autres ententes qui auraient pu survenir. Hein. Okay. On peut peut-être faire défiler la note. Donc, on parle bien là, des mêmes taux horaires de 82 et 350 de l'heure. Vous faites une estimation, je pense, dans votre note d'un coût additionnel provoqué par une mauvaise utilisation des taux horaires. Vous arrivez à quelle conclusion, M. Verreau? Pour le montant, j'arrive en tout et partout. Il y avait 51 ressources qui étaient classées dans le volet expertise de pointe. De ceux-là, il y en avait vraiment 24 que c'était, je peux dire, mérité ou que ça répondait à la définition. Mais les 26 autres, c'était pas... il n'y avait pas de justification. Ou il y en avait une, mais n'était pas applicable pour toute la période du contrat. Donc, c'est un peu ça les constats. Donc, grosso modo, c'est à peu près 14 millions de dollars annuellement que la charge représentait de plus annuellement pour la société. Pour des ressources qui, techniquement, n'avaient pas la plus-value pour recevoir ou qu'on puisse charger en leur nom, là, 350 $. Oui, en plein ça, oui. OK, parfait. On peut peut-être... le montant doit se trouver à la note. Deuxième page. Deuxième page. Donc, votre 51 ressources dont vous parlez, vous étayez... On peut, voilà. Et le montant total se trouve dans votre conclusion? Ou... Un petit peu plus bas. De mémoire. Dans une note de bas de page. On peut aller voir le bout peut-être. L'autre page, s'il vous plaît. Non, c'est là, le troisième. Voilà. C'est le changement de taux qui, selon notre estimé, a un impact annuel potentiel de 14 millions de dollars en 2018 annuellement. Puis vous avez une note de bas de page 2. Qui détaille mon calcul. OK. Pouvez-vous juste nous montrer la note de bas de page, Madame la greffière adjointe, s'il vous plaît? Voilà. Votre total. Pour réaliser cette note, à quoi avez-vous eu accès? J'ai eu accès une partie du contrat CASA, au programme qualité programme, même s'il n'était pas encore en ébauche, même s'il aurait dû être en vigueur, il était quand même rédigé, même s'il n'était pas approuvé par les deux parties. Donc, je me suis dit, je vais tout prendre ce qui peut m'aider à me faire une tête. Puis, à la limite, s'il n'est pas signé, il n'a pas force vigueur, mais je lui donnerai moins de prépondérance. Mais je peux essayer de trouver quelque chose qui me justifie un élément ou un classement, mais je vais le prendre. Puis, à la limite, si je dis qu'il n'est pas en vigueur, bien, je peux redire, moi, je l'ai vu, mais il n'était pas conforme aux documents signaux. Je suis vraiment allé chercher tout ça. J'ai pris les connaissances des différentes ententes de lot de sprint. Là, je ne sais pas si la commission est familière avec la notion de livraison. On commence. La notion de livraison
livraison lot versus sprint, les demandes d'ajustement de projet aussi. Donc, j'ai tout pris, voir un peu toutes les sources dans lesquelles on aurait pu dire on accepte de changer de taux, tout ça. Donc, j'ai tout considéré l'ensemble des documents que je pouvais avoir à ma main, qu'on voulait bien aussi me remettre, parce que les discussions avec le bureau de programme n'étaient pas toujours au beau fixe. Parfait. Et donc, cette note-là, en quelque sorte, vient confirmer les travaux de M. Després, approuvés par M. Pelletier à la direction de la vérification interne. Oui, puis le montant est presque 3-4 fois supérieur à ce que la vérification interne avait même estimé. Puis pour quelles raisons les montants sont différents? Je pourrais pas... les autres, je pense qu'ils parlaient plus de 10 ressources. Moi, j'arrive à 26, finalement, parce que... Peut-être pas eu le même échantillon. Mais... Oui. Tu sais, j'ai vraiment tout analysé, tous ceux qui étaient vraiment reclassés comme expertise de pointe. Pas juste ceux qui avaient subi un reclassement, mais l'ensemble, comme on dit en vérification, l'ensemble de la population. Je peux aller par échantillonnage. D'accord. Et donc, cette note, vous la remettez à qui? À Mme Sylvie Chabot, qui était ma directrice, ma supérieure hiérarchique. Parfait. Puis là, on est en 2018. Oui. Au début du projet. Est-ce que vous savez ce qui advient de cette note? Non, mais comme on pourra le voir sur une autre note en 2019, que dans cette note-là de 2018, je demandais au bureau de programme qui nous réponde rapidement, qui nous donne une justification. La note fait référence à un tableau que j'ai pris connaissance, qu'il y avait des justifications qui étaient marquées dedans. Mais les justifications, c'était les mêmes que quand les ressources étaient rentrées. Fait qu'il n'y avait pas de fait nouveau qui justifiait que le 31 décembre, tu es payé 82, 2017, puis que le 1er janvier 2018, il passe à 350. Il n'y avait pas eu... Puis une augmentation de 268 de l'heure à peu près. Oui. Il n'y avait pas des connaissances ou une expertise tellement pointue qui justifiait ça. C'était les mêmes... Ils faisaient les mêmes tâches, puis il y avait la même expertise, donc on ne comprenait pas. Puis comme la note m'en fait mention, c'était depuis quand même l'automne 2017 que l'Alliance a poussé pour faire approuver ces taux, ces nouveaux taux. Sous quelle raison? C'est encore obscur pour moi ce jour. Hein? Okay. Madame la greffière, on pourrait coter cette note, s'il vous plaît? C'est déjà fait, hein? OK. Non, je t'en Elle faisait partie, je crois, de 26 P96 C'est ça. à la page 51. C'est bien. Sur une autre note? Oui, vous avez parlé d'une autre note, M. Véraud. Donc, c'est une note du 14 mai 2019, c'est ça? Oui, une de mes dernières. Une de vos dernières. Celle-là n'est pas cotée. C'est ça. Donc, on va lui attribuer une cote, s'il vous plaît, Mme la greffière. Toujours à Donc, Mme Chabot. sous 30 P115. Parfait. Mme Chabot et Mme Lépinay, cette fois-ci. Et Mme Lépinay. Oui. Et donc, quel est l'objet de cette note? Dans le fond, suivant les travaux de la première note, on avait vu qu'il y avait quand même certaines lacunes ou certains laxismes au niveau du bureau de projet, au niveau de la documentation. Donc, on s'est dit que ça fonctionne comme ça partout. Donc, on a voulu essayer d'aller reperformer ce qui était fait au niveau du bureau de projet, au niveau de l'approbation des factures, mais pas seulement au niveau du taux, mais de l'ensemble de l'œuvre. Donc, oui, il y a la notion des taux, mais on est vraiment allé reperformer au global, étant donné qu'on était peu... Quand on les rencontrait, tout était beau, tout était merveilleux, mais quand la vérification interne t'appelle souvent ou te questionne ou remonte des éléments comme ça, bien, c'est là qu'on voit que c'est bien beau sur le papier, mais en réalité, ça ne l'est pas. Donc, pour que la deuxième ligne joue correctement son rôle, bien, c'est là qu'on s'est mis un peu, on s'est retroussé les manches, puis on est allé reperformer ce que le bureau de programme faisait au complet pour l'approbation des factures. Si on va à la section constat, vous avez, je pense, une énumération des anomalies que vous avez pu constater dans l'approbation des factures. C'est bien ça? Oui, il y en a Parfait. plusieurs. Donc, pouvez-vous en faire part au commissaire, s'il vous plaît? Oui, le premier constat, dans le fond, c'est que la note, c'est une note sommaire. Le bureau de programme préparait une note en lien avec chaque facture qui décrivait sommairement les travaux qu'il faisait. Mais le seul constat qui arrivait, c'est que la facture était conforme au contrat. Mais il y avait des ententes de l'eau qui modifiaient le contrat, des ententes, des demandes d'ajustement de projet. Donc, se limiter à seulement dire que la facture est conforme au contrat, c'est faux, parce qu'il y a d'autres éléments qui sont venus affecter le contrat,
puis qui ont été acceptés tant par l'Alliance que par la SAC. Donc, c'est restrictif au niveau de la conformité. Il faut le voir dans sa globalité. Aussi, un des constats premiers qu'on voit, c'est qu'il n'y a personne qui recommande l'acceptation du paiement de la facture. On dit qu'elle est conforme, mais le vice-président de la technologie de l'information ne mettait pas son sceau. Où toutes les dépenses qui devaient avoir plus haut que 1 million devaient être approuvées par le conseil d'administration aussi à un moment donné à l'époque. Mais ça, c'était pas là non plus. Donc, il n'y avait personne qui était en autorité au plan de délégation en gestion financière qui se mouillait pour dire la facture est conforme, on va en paiement. Donc, c'était comme la facture à se nourrir d'elle-même puis à se payer d'elle-même parce qu'elle est conforme. C'était ça ma question. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui approuve. Il y a du travail qui est fait, mais il n'y a personne qui recommande. Ça s'en va ensuite de ça au compte à payer, puis bang, un chèque. Bon, on voit qu'il y a une note, on voit que le bureau de projet fait une... Excusez, là, je dis souvent bureau de projet, mais c'est le bureau de programme. Projet. Mais... On qui détaille tout, mais il n'y a personne en bas du bureau de projet ou le vice-président TI ou le conseil d'administration, c'était plus haut qu'1 million, qui se mouillait si la recommandation qu'on paye la facture ou pas. OK. Ensuite, vous reparlez des taux horaires. Ah oui, comme vous voyez, le premier constat, ça nous avait été amené par la vérification interne le 6 septembre 2018, puis on est rendu 14 mai 2019, puis... Je suis comme la vérification interne. J'entends toujours un peu de gros autour de l'os pour justifier le changement des ressources de 82 à 350. Mais je peux vous dire que je suis mort sous ma faim parce que quand je suis parti, je ne savais toujours pas. Ensuite, si on va à la page suivante, on peut monter aux boulettes transparentes. Là. Qu'en est-il? Est-ce qu'on est toujours dans les taux horaires? Non, ça, c'est... La première qu'on voit en haut, là, ça explique vraiment que on voit que le bureau de programme se fait uniquement par rapport à l'annexe C3 qui était pour les taux plus le contrat, mais qu'il y avait d'autres éléments aussi qui rendent une certaine légalité à des changements par rapport au contrat qui était en vigueur puis qui devait être mentionné comme justement source à l'appui de l'opinion du bureau de programme sur les notes. Là. Parce que si on reperforme ça de la même manière, si on reperforme la note de la même manière qu'elle a été écrite par un bureau de programme, je vais vous dire qu'il n'y a rien de conforme au contrat. Parce qu'il y avait tellement de normes d'ajustement de projet, tellement de sources qui venaient changer ou dénaturer un peu le contrat qu'il n'y a plus rien qui était conforme au contrat. Ensuite, si on va au constat suivant, parce que c'est des exemples que vous donnez dans les sous le premier point, ça peut vous montrer un peu montrez-moi le don. La rigueur que j'avais quand j'effectuais mes travaux. On peut monter. Non, montez, Mme Lagravière. Non, pas trop, là, mais descendez. Oui. Ça commence par quel paragraphe? Là? Ah oui, celle-là, oui. Bon, c'est ça. Le premier carré qui est là. Bon, c'est là qu'on a vu qu'il y a une ressource qui a été déclassée. Mais tu sais, moi, je me dis qu'elle augmente de tarif de 82 à 350, qu'elle passe de 350 à 82, tout changement doit être documenté. Bien, c'est ça. Bien, tu sais, là, on voit que oui, ça a été fait pour une ressource, mais je ne sais toujours pas pourquoi non plus. Fait que, tu sais, c'était le laxisme dans la documentation était pareil ces deux côtés, en faveur ou en défaveur de la société. Puis, ça peut avoir de l'air anodin quand vous reprochez la non-documentation du déclassement d'une ressource, mais on se rappelle que dans votre note précédente, vous évaluez cet enjeu des taux horaires à 14 millions de dollars. Là. Fait que c'est plus anodin rendu à 14 millions de dollars. Non, puis quand on parlait des montants, que ça allait avoir soit un impact sur la portée, sur la valeur totale du contrat, bien, le parachute doré de la clause de partage de risque c'était pas Voldemort, la clause de partage de risque. Elle était dit à tout vent, elle était quasiment écrit ses murs à la Société de l'assurance automobile. La clause de partage de risque va s'appliquer, l'Alliance va devoir travailler à coût nul tôt ou tard. Ça va arriver plus tôt que prévu. Ça, c'est une belle mentalité, mais ça... On vous disait, ça. On disait ce qui était... Partout, bureau de projet, on les rencontrait. Oui. Puis, tu sais, c'est bien beau dire que ça, mais si on avait bien fait les choses tout au long de la livraison, tout au long des différentes livraisons, mais peut-être que la valeur totale de 458 millions, on ne l'aurait pas atteint. Le contrat était d'une valeur maximale de 458 millions de dollars. C'était pas un objectif de le dépenser au complet. On aurait peut-être fini à moins. Si on avait pris nos outils qu'on avait, puis qu'on avait une colonne, puis qu'on les aurait appliqués, ben on serait peut-être pas là aujourd'hui. Et ces outils-là dont vous parlez, c'est la documentation, c'est la documentation, c'est
la clause de partage de risque, parce que cette note-là aussi, comme on peut le voir un petit peu plus loin, quand on reporte des choses qui ne se feraient pas dans un sprint, puis qu'on l'a évalué, mettons, à 500 heures, mais c'est pas 500 heures qu'on repousse plus loin, c'est 400. Mais ça va être quoi la portée finale de ce qui va rester? On modifie la portée du contrat. Puis, une autre chose aussi qu'on voit, c'est quand on replanifie un sprint ou un lot, bien, étrangement, quand les tours suivants ils ont augmenté, de passer de 82 à 350, mais il y a des efforts qui devaient être faits par l'Alliance, étrangement, sont transférés à la charge de la société. Tout ça, pourquoi? Moi, c'est à mon avis, c'est qu'on va arriver dans l'enveloppe globale du contrat, même si on doit payer des ressources plus chères, c'est pas grave, le travail va être fait, mais il va être fait par l'Alliance. L'Alliance, oui, le coût total du projet d'un livre comptable, il est bon, il est à bonne valeur, mais contractuellement, on ne respecte pas l'entente du contrat. Si on va à la page 3, si on peut descendre, s'il vous plaît, encore. Ben la première en haut. La clause 1? La première, Oui, le premier paragraphe, s'il carré. vous plaît. Ah, OK. Puis on est toujours dans les mêmes exemples. Ça, c'est savoureux. Hein? En vertu de la demande d'ajustement de projet 88, il y a eu ajout de la notion de plage de disponibilité, qui vise à s'assurer de la disponibilité des ressources de l'Alliance pour corriger les anomalies lors de la phase des tests et suivant le déploiement de la livraison 1 le 3 janvier 2019. Cette notion n'est pas définie dans le contrat. Une rémunération de 100 $ par plage est allouée. Malgré mes demandes auprès du bureau de programme, je n'ai jamais été en mesure de trouver le moindre document qui mentionne ce taux et son approbation par la Société et l'Alliance, de telle sorte que je ne peux me prononcer sur son respect. Ça fait valoir qu'il y a des choses qui ne sont pas documentées, mais il faut le voir aussi quand même que dans le contrat, ce qui était prévu, puis ce qui était souhaité, c'est d'avoir une solution qui fonctionne. Puis la fonctionnalité, elle appartenait à l'Alliance. Mais là, elle ne marche pas. Bien, venez-vous-en encore, on va vous payer une deuxième fois pour recommencer ou pour nous aider à corriger les bugs. C'est ça. Tu es responsable de me livrer quelque chose qui marche, puis ça ne marche pas. Puis je te repaye encore. Je te repaye encore. Mon plombier est venu, pas fait le job, je le rappelle, puis il me charge encore tant de l'heure. Mais quand on lit les notes du bureau, les notes très émincées du bureau de projet sur ce qu'ils ont fait comme vérification, tout est beau, tout est conforme, allez en paix, payons la facture. D'accord. Est-ce que vous voulez passer un autre exemple ou on passe à un autre point qui est le respect de la clause 12.5 quant à l'application d'une retenue de 10 qui était censée être appliquée? On oui. peut descendre. Regardez, on le voit là. Voilà. Bon, cette clause, ce constat-là permet de montrer l'appétit de l'Alliance pour avoir son argent, en plus d'avoir une plage de disponibilité pour nous livrer par bon déterme une solution qui doit fonctionner. Donc, normalement, c'est tout contrat en technologie ou d'une grande importance, on retient un certain montant. Comme ça, si on n'est pas content, bien, surtout avec la clause de partage de risque, on avait comme 2 poids pour forcer l'Alliance. Sur 458 millions, je te retiens 45 millions s'il ne marche pas. Si ça ne fonctionne pas, puis en plus, tu vas devoir travailler à coup nul pour la reprendre. Fait que voyez-vous que avec la clause de plage de disponibilité, la notion de travailler à coup nul, là, je ne l'ai jamais vue. Puis avec des ajustements comme ça, bien, finalement, on n'avait pas la volonté d'appliquer. Donc, par exemple, c'est un bon point que je peux donner au bureau de programme. Eux autres, ils l'appliquaient, la retenue de 12.5. Moi, on voit que l'Alliance, elle ne respectait même pas son contrat, puis ça l'a fait de Phoenix, ça devait savoir un petit peu comment ça marche, des contrats puis des retenues, on devait avoir l'expérience. Donc, moi, ce fait-là me montrait, ça me permettait de voir que l'Alliance, elle avait faim, puis elle voulait être très bien nourrie par les fonds de la Société de l'assurance automobile. Bullet suivant, Pico suivant. Je sais que la notion d'indépendance des firmes externes qui ont été mandatées pour surveiller le projet a fait débat au cours de cette semaine, mais déjà en 2019, j'avais comme fait un constat que la firme EY, qui avait été mandatée par la Société de l'assurance automobile, bien, ses honoraires n'étaient pas chargés directement par EY, mais par l'Alliance. Facturer les heures de EY sur les factures. Peut-être que contractuellement, c'est ce qui était convenu, mais au point de vue de la déontologie de l'ordre de CPA, ça pose problème au niveau de l'indépendance d'apparence. Parce que c'est pourquoi que la relation client-prestataire de service, ça passe par un tiers que normalement, tu es supposé de surveiller.
Moi, ça me permettait de voir que EY, se fait-tu acheter par l'Alliance? Ou EY, se fait-tu... y es-tu comme moi? Se fait-tu dire quoi taper dans ses rapports en faveur de l'Alliance? Donc, ça me faisait ressortir un peu ça comme problème déontologique que j'aurais voulu adresser avec mes amis de la vérification interne, vu que c'était eux autres qui étaient plus porteurs du mandat EY, Mais cette note-ci, vous l'avez rédigée seule ou avec quelqu'un par-dessus votre épaule? Seul, complètement seul. Adressé à Mme Lépinay. Et Mme Chabot, mais elle a pris beaucoup plus de temps. C'est la première, on peut voir qu'elle a pris environ peut-être 6 semaines juste pour la notion des taux. Ouais. C'est sûr que comme contrôle de deuxième ligne, je n'étais pas dédié à quelque chose. Je n'ai jamais appartenu au bureau de projet, puis je voulais pas y aller non plus. Ouais. Fait que, mais cette note-là a pris beaucoup plus de temps parce que la livraison 1 est arrivée en 3 janvier 2019. OK. On y arrive à la livraison 1, mais est-ce que peut-être dans les 2 derniers picots, mais je pense qu'on l'a pas mal couvert, là, déjà, mais je veux juste qu'on vous montre la page suivante, les 2 dernières puces, s'il y a d'autres choses à ajouter. Le premier picot, c'est un peu qui répète, qui revient un peu. C'est un autre exemple de laxisme au niveau du bureau de programme sur la documentation de leur travail qui fait. Si on le reperforme, on n'arrivera pas du tout à la même conclusion. Mais le deuxième, c'est en lien un peu avec la continuité du SGPE. Là, finalement, moi, je savais pas ça, mais j'ai appris ça en faisant mes travaux de vérification. On pouvait saisir du temps d'avance dans le SGPE. Donc, aujourd'hui, on est jeudi. Fait que demain, je pouvais rentrer déjà 8 heures dans le système. Donc, c'était pour montrer que l'environnement total de GPE était complètement non fiable. Mettait à risque la société. Oui, tout le monde. De fraude. Oui. Puis c'était l'outil qui servait à tout. Fait que... Mais les portillons qui avaient juste une faiblesse, qui n'enregistraient pas toutes les données, ça, il fallait le brûler. Mais GPE, il fallait le glorifier. D'accord. Okay. Très bien. Donc, je pense que ça fait le tour de votre deuxième note. Qui, comme vous l'avez dit, reflète plus la rigueur que vous souhaitez donner à votre travail, monsieur? Oui, puis comme vous voyez, j'ai des beaux points, pas des beaux, mais des bons points que je trouvais que le bureau de programme, comme la retenue, je trouvais que c'était bien que le bureau de programme, moi, j'étais factuel, puis je nommais tout ce que je voyais, que ce soit bon. J'avais pas de fin personnelle à faire ça, j'en tirais rien, il fallait être factuel, puis... Si on veut que les hautes autorités prennent les bonnes décisions, mais il faut tout renommer, ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Fait que c'est dans cette optique-là que j'ai dressé mes notes. Parfait. Vous nous avez parlé de la livraison 1 qui est arrivée puis qui a eu peut-être pour effet d'allonger un peu votre travail, là. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, quant à la mise en place de la livraison 1 là, dans la direction où vous étiez? Début 2019, c'est ça, c'est la livraison 1. Donc, c'était... Même s'il y en a qui ont qualifié ça comme du back-office, du vanille ou du standard, je peux vous dire que ça a été une catastrophe assez rapidement. On n'était plus capable de payer aucune facture. Les délais de paiement explosaient. On a reçu des avis de résiliation de service. Normalement, chaque lot de paiement qui est fait par jour doit partir à Revenu Québec pour avoir un délai de 30 jours pour voir si les fournisseurs ont des créances envers l'État. Donc, on peut émettre des paiements rapides en appelant Revenu Québec avec le NEC ou le numéro de TPS ou TVQ pour voir si... Mais ça, je me souviens de mes 2 collègues qui payaient les factures. Quand ils appelaient Revenu Québec, ils n'appelaient pas pour une personne, ils appelaient pour 40, 60, 70 cas. Parce que c'était tout des rendus des paiements urgents parce que il n'y a plus rien qui se payait. Les délais de paiement explosaient. Il y avait un backlog. Dans le fond, il devait y avoir de la reconnaissance de caractère qui se faisait sur la numérisation des factures. Chaque facture était liée à un bon de commande. Si le bon de commande était approuvé, s'il y avait un gestionnaire qui venait confirmer qu'il avait reçu le bien ou le service, puis que la facture rentrait, puis que le système reconnaissait tout ça, l'appariement à trois documents, si on peut dire, la facture se payait d'elle-même. Mais la reconnaissance de caractère ne marchait jamais, fait que toutes les factures montaient en écart en haut. Fait que c'est là que les 2 personnes aux finances qui payaient les factures sont tombées dans un goulot d'étranglement. Donc, on a été sollicités pour les aider. Puis même la direction du contrôle des opérations financières est allée chercher d'aide de 2 personnes à la direction générale de performance pour d'essayer de nous aider aussi dans tout ça. Parce que quand vous dites la reconnaissance optique, l'appariement avec 3 documents, facture automatique,
Ça, c'était censé être le PGI qui faisait ça tout seul, sans intervention humaine. Oui, moi, quand je suis quitté, on était à peu près à 10 de reconnaissance de caractère. Puis dans les cibles, c'était 85 qui étaient visés après 3 mois. OK. Vous êtes parti combien de temps après La livraison, je suis parti 6 mois après environ. 6 mois après. Puis vous êtes parti à 10 Oui. Et à votre connaissance, la haute direction suivait cette problématique-là? Oui, Mme Lépinay, dans le fond, tous les jours, elle avait le tableau de bord des factures en backlog qui attendait d'être traité parce que la reconnaissance ne l'avait pas faite. Donc, elle était très au fait des problématiques. Oui, puis la problématique des lumières qui baissent, ça je peux vous confirmer que c'est vrai. C'était au niveau de l'émission des paiements qui a été mentionné par M. Pelletier, là, qu'il y avait des tâches tellement lourdes qui faisaient ralentir la machine. Ça, c'était vrai. On l'a vécu. Puis je peux vous dire que des fois, juste imprimer une facture du système, c'était un défi. Puis moi, des fois, j'avais pas des mots tendres qui ont exaspéré mes collègues. Des fois, je leur disais, c'est une maudite cochonnerie. Parfait. Vous dites être parti 6 mois après la livraison 1. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter la Société d'assurance automobile du Québec, M. J'avais fait un peu le tour. Je voyais qu'un peu mes notes n'étaient pas prises au sérieux, que les problématiques que je relevais en collaboration avec la vérification interne, c'était pas pris au sérieux. Puis tout mon rôle, c'était justement d'aider la société à prévenir ce genre d'affaires-là, mais que finalement, c'était comme un simple. Je veux rien entendre, je veux rien voir, je veux rien dire. C'était à peu près ça. Je sentais que c'était ça, comme en haut, comme au niveau de la haute direction des VP ou plus haut. Je sentais que c'était ça. Aussi, à un moment donné, j'avais essayé d'être reclassé professionnel expert parce que j'estimais, en fonction des tâches que je faisais, c'était plus du standard. Puis à un moment donné, on me l'a donné en partie, mais on me dit on te le donne pas tout le temps, on te le donne pas au complet parce qu'on trouve que t'es pas assez gris, t'es trop blanc, t'es trop noir. Puis à un moment donné aussi, j'avais essayé d'aller postuler à l'intérieur même de la même vice-présidence. J'avais essayé d'aller du côté de la gestion de la performance, plus au niveau des risques. L'entrevue avait très bien été, puis finalement, on m'avait dit que je n'étais pas assez créatif. Donc, c'est peut-être que la SAC recherche des comptables créatifs, mais j'en faisais pas partie, selon leurs critères à eux. Donc, c'était à ce moment-là que je sentais que mon nom était un peu brûlé partout, que là, je me suis dit, bon. J'ai vu M. Pelletier qui a porté sa croix pendant 8 ans, mais j'ai pas eu la même patience que lui. J'ai pas d'autres questions pour M. Véro, M. Commissaire. Merci. Des questions? Sûrement. On souhaiterait suspendre pour le lunch en même temps que de faire notre... Fait 14 heures. Sur les questions. Alors, bon appétit. Merci. Veuillez vous lever. Pause jusqu'à 14 heures. Veuillez vous asseoir. Alors, avec votre permission, Monsieur le Commissaire, oui. J'aurais quelques questions pour M. Véro. Bonjour, Oui. M. Véro. Bonjour. Alors, je demanderais à Mme la greffière de prendre la pièce 26P95. La A ou la B, mais celle qu'on a exhibée ce matin? Je pense que c'est celle de ce matin, donc la A, sauf Oui. Oui, c'est la A. à la page 529 du document. Vous pouvez baisser l'image, Mme la greffière adjointe. Alors, M. Véro, vous reconnaissez le document auquel vous avez fait référence ce matin? Oui. Est-ce que les annotations qui apparaissent au document, version remise à la PCD et VP le 27 septembre 2018, est-ce que c'est une annotation qui est de vous? Non, c'est l'écriture de Mme Lépinay, Comment vous avez obtenu ce document? par le biais de la commission. Par le biais de la commission. Mais à l'époque, quand vous dites que vous l'auriez tapé, là, Oui. comment ça s'est passé? Là? Expliquez-nous en détail là, ce qui s'est passé. Oui, dans le fond, le dossier Voldemort avait un traitement un petit peu particulier. Dans le fond, on marchait avec des enveloppes. Ça peut peut-être rappeler une ancienne commission. Donc, le document était sur une clé USB avec un mot de passe que seul M. Frenette, Mme Lépinay et moi, on connaissait. Puis, dans le fond, on le rédigeait
en fonction des besoins ou des orientations qu'on voulait donner au rapport. Donc, il était rédigé par nous trois, ou des fois, moi, je changeais des paragraphes ou je corrigeais des fautes ou un peu comme ça. Donc, on se passait, dans le fond, la clé USB dans une enveloppe de temps à autre. Puis, à un moment donné, le dossier Voldemort portait très bien son nom parce qu'il était tellement confidentiel qu'on a perdu la clé USB. Okay. Donc, ma spécialisation à l'université, je croyais jamais qu'un jour ça m'amènerait à devoir fouiller dans une poubelle pour retrouver la clé USB. Mais c'est là que j'ai dû m'abattre pour retrouver la clé USB qui était dans une enveloppe jetée dans le bac à recyclage du vice-président ressources humaines, finances et performances. Et est-ce que la clé USB en question, vous l'échangiez avec Mme Lépinay et M. Frelet? Oui. Donc, je comprends que vous avez eu l'occasion de commenter le document, de l'écrire, de le bonifier. Je comprenais très bien que ce n'était pas mon rôle de le faire. Vous comprenez très bien que ce n'était pas votre rôle, mais est-ce que vous avez eu l'occasion de le faire? Non, pas vraiment. Les orientations étaient déjà données à très haut niveau. Alors, Et juste pour être sûr de bien comprendre, quelle portion du document vous prétendez avoir tapé ou composé? Est-ce que ça, c'est clair dans votre tête? Quand j'ai revu le document dans le cadre de la commission, je me souvenais vraiment de la notion de GPE puis contrat de service versus contrat d'employé. Sinon, le reste, j'ai pas de souvenir des autres sections. Vous n'avez pas de souvenir, mais vous l'avez tapé, c'est ce que vous dites. Je ne l'ai pas tapé dans son entier, comme j'ai dit tantôt. On était trois à le taper. Et toute la section qui était avec le service des enquêtes, puis l'analyse que le service l'analyse que la vice-présidence ressources humaines, finances et performances a faite du rapport du service des enquêtes, il est très bien marqué que ça a été analysé par Mme Lépinay et M. Frenette. En aucun endroit, mon nom est mentionné. Donc, je n'ai pas participé à l'analyse. Mais dans le document, êtes-vous en mesure d'identifier des sections que vous auriez composées vous-même? Je peux pas, à mon souvenir. Voulez-vous en prendre connaissance? Des questions, effectivement, il y a des questions spécifiques. Alors, je vais vous suggérer, M. le commissaire, que le témoin prenne l'engagement auprès de la commission d'identifier les sections dont il est l'auteur. Vous voulez pas le faire tout de suite? Bien, c'est parce que si le témoin, c'est un document important. Moi, je trouve ça important. Ce que vous posez là, donc, en prenne connaissance, je ne ferai pas revenir des témoins, là, donc, il est là. Non, mais par engagement, il pourrait fournir l'information. Je peux répondre tout de suite, si vous voulez. Je pense que M. Véro est à l'aise à ce qu'on défile tranquillement le document, puis il va l'indiquer. Allons-y. Allons-y page par page. Donc, la table des matières, on va passer peut-être, là. Non, on ne fera pas ça, là. Non. Vous allez fournir une copie à monsieur, il va aller le lire au complet, puis ensuite de ça, vous posez des questions spécifiques. Ça vous va, ça? Oui. Parfait. On va faire ça, là, parce que là, commencez à lire ça à l'écran, là. Moi, je l'ai déjà lu. J'aimerais ça que vous preniez connaissance. Il va y avoir des questions spécifiques. Voulez-vous tout de suite attirer son attention sur quelque chose pour qu'il se fasse un petit highlight? Je le ferai au retour. Vous le ferez au retour? Parfait. Alors, M. Sarrazin ou M. Thibault, vous m'avisez quand le témoin est prêt. Ça vous va? Ça ne devrait pas être très long parce qu'on a déjà fait l'exercice. Parfait. Vous levez, on prend une courte pause.